sacré matin. Nous sommes le 3 mai 2017, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse instituée en 1993 par les Nations Unies. Mais commençons par ce fait de société. Un camion vétuste transportant un conteneur s'écroule hier soir à Dedo, à la montée Alfred Saquet. 3 personnes étaient à bord du taxi coincées sur ce conteneur. Emmanuel Coco, pas de mots, mais il faut saluer la bravoure d'un militaire. Pendant que des gens tergiversaient et cherchaient la solution, il y allait de lui-même porter un engin à Aya pour venir soulever le conteneur et sauver les 3 passagers à bord. Et c'est ça qui a essuyé les larmes de tout le monde qui fondait littéralement larmes sur les lieux, parce qu'après ce geste-là, tout le monde, on va peut-être l'écouter, tout le monde a commencé à scander le sauveur, le sauveur, le sauveur. C'était incroyable carrément. Donc, il faut dire qu'il était de passage, il était dans un taxi lorsque la scène s'est produite. Donc, la scène c'est quoi? C'est un camion, comme tu l'as dit, vétuste, qui transportait un camion, un conteneur, comme d'habitude, qui n'était pas bien fixé sur le camion, qui s'est écroulé sur un taxi, littéralement, on va dire littéralement écrasé apparemment et coincé par 2 autres taxis. On a fait près d'1 heure pour retirer les 3 personnes. La dame qui était côté passager a eu la chance parce qu'elle a été vite retirée, mais le pauvre chauffeur du taxi, lui, il était coincé pendant 1 heure et il y avait un expatrié juste derrière qui était également là et qui a pensé à tout. Malgré les sapeurs-pompiers qui sont venus, qui, il faut le rappeler, n'ont pas des engins appropriés pour extirper ces gens, pour extraire les conteneurs, sont restés là, tournés en rond, demandant de secours par là, par-ci et jusqu'à l'arrivée de ce militaire qui rentrait du boulot et qui a vu la scène. Il est descendu, il a observé juste le temps et il a couru, je dis bien à pied, il a couru, il est allé au port, à la société Yara. Tout de suite, il a dit au gardien, je veux un engin rapidement. On voulait traîner pour dire non, le patron, il dit, je veux rapidement. On l'a mis en contact avec un patron rapidement et on lui a donné un engin. Il est venu et en 15 minutes, on a pu soulever le conteneur qui est tombé et le bruit a fait un retentissement. Le bruit a retenti. Toute la foule a commencé à scander le sauveur, le sauveur, le sauveur. Et finalement, les 2 personnes coincées sont sorties du camp. Pas de mort, juste peut-être des traumatismes et des légères blessures. Mais quant aux 2 taxis, ils ont été tout simplement bousillés. Donc, on retient que c'est ce brave militaire, un sergent, qui a pu tout simplement sauver 3 Camerounais hier. Malheureusement, on ne pourra pas voir le son de ce héros d'hier soir parce que malheureusement, des policiers dans leur comportement habituel ont empêché à la presse d'avoir les impressions de cet homme-là. Mais il faut rappeler aux policiers que les militaires peuvent se prononcer sur des questions de société, mais pas sur des questions politiques. Voilà. D'accord, moi ils ne savaient pas. Parce qu'on vous dit toujours... Eux aussi ne le savent pas. Ils ne doivent pas parler, ils ne doivent pas parler. Eux, ils parlent bien, mais ils parlent de tout. Hein, voilà. Pas de questions politiques. Voilà, justement. Alors, ce héros d'hier soir nous rappelle malheureusement d'autres situations qui n'ont pas connu le même sort. Oui. Ces conteneurs qui tombent de manière répétitive à Douala, ce n'est pas la première fois, mais dans d'autres cas, on a eu des morts. On a eu des morts, comme c'était le cas il y a 2 ans du côté d'Aquanor, pharmacie d'Aquanor, où on a enregistré 2 morts, parmi lesquels une femme qui venait de se marier à peine 1 semaine et qui est morte sur le champ, portant d'ailleurs une grossesse. On a encore ces images-là. Mais ça pose le problème de contrôle parce qu'en off, certains gendarmes nous ont fait savoir que c'est le manque de patrouilles routières. Parce que je ne sais pas pour quelle raison les patrouilles routières ont disparu. Je tiens à te rappeler qu'il y a un arrêté du préfet qui interdit la circulation entre 6h et 22h. Là, on était à 20h lorsque ce camion circulait transporté justement. Alors que le préfet Joseph Bertrand Maché a commis un arrêté interdisant la circulation de ces camions exactement à cet endroit. Exactement à cet endroit. Là, nous sommes à 20h lorsque ça s'est produit. Il n'est pas encore 22h. C'est pour dire si cette mesure est foulée au pied par certaines personnes. Mais à voir plus clair, on a pu discuter avec certains hommes d'Antony qui nous ont dit que c'est pas de notre faute parce que je m'indigne du fait que comment un camion vétuste, vous passez devant Alfred Saquet, il est vétuste, peut circuler avec des roues usées et que ça ne fasse l'objet d'aucune interpellation pour essayer de préserver la vie même du chauffeur, parce qu'il faut dire que le chauffeur a pris la fuite comme d'habitude. Donc, et il nous a dit non, si tu tentes de le faire, c'est ton patron même qui t'appelle pour te dire tu es dans comment on dit ça, dans un contrôle occulte. Donc tu n'es pas mandaté pour faire ce genre de contrôle-là. Donc, et à creuser dans la conversation, on comprend que les postes de, comment on dit ça, les contrôles de véhicules ont disparu dans la ville de Douala. Il m'a pris un exemple très simple. Si on vole votre véhicule à Douala, vous avez peu de chances de le retrouver parce qu'il n'y a pas de poste de contrôle des véhicules. Moi, j'étais surpris de le savoir. Il n'y a pas de poste de
contrôle des véhicules au point où tu peux circuler avec n'importe quoi, même avec des cadavres, n'importe quoi. N'aie crainte, personne ne va t'inquiéter sur la route. Donc, autant de choses. Et il est tombé sur la conclusion selon laquelle, certainement, les syndicalistes auraient peut-être contacté le grand patron pour que ça soit ainsi. Mais il m'a dit, Préval Appui, c'est un homme du métier qui le dit, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de brigade de contrôle de ces camions. De patrouilles routières. De patrouilles routières, voilà. Patrouilles routières. Alors, Bandakani nous accompagne dans cette deuxième partie d'émission. Président Bandakani, bonjour. Bonjour, Cyril. Ça vous fait quoi d'entendre ça, qu'on peut braver les décisions de monsieur le préfet Joseph Bertrand Maché relative justement à la circulation des camions pour des raisons de travaux sur le pont sur le Vouri et les désagréments que vivent les populations chaque jour à cause de la circulation des gros porteurs. Il a régulé, il n'a pas interdit, mais il a régulé la circulation des gros porteurs sur cet axe-là. Mais cela est foule au pied. Mais quand vous passez à Bonabéry, vous allez vous rendre compte qu'il y a des camions qui se garent sur le côté pour attendre 22 heures pour circuler. Mais il y en a qui font la tête dure. Alors, cela nous rappelle d'autres mesures prises par les autorités, mais qui ne sont pas respectées. Ça relève de ce qu'on pourrait appeler la gouvernabilité de notre société. Vous savez, un État doit gouverner. Et quand on a un gouvernement, ce n'est pas un gouvernement, comme on dit, c'est-à-dire que à niveau variable. Vous gouvernez ici vous ne gouvernez pas. Il y a des domaines où vous ne gouvernez pas. Il y a des domaines où vous n'êtes pas seul. Il y a des endroits où vous réussissez. Nos villes, si on prend la ville de Douala et notre pays, a un problème sérieux de gouvernabilité. L'autorité de la loi est constamment foulée aux pieds, pas de puissance de l'argent, des groupes organisés, politiquement, socialement, qui ont créé des connexions, qui ont colonisé l'espace public, qui ont colonisé l'État de manière à ce que la loi soit à leur service. Mais alors justement, ce que vous dites est très grave, parce que justement, on va s'appuyer sur le discours de Samuel Dieudonné Iva Adibois lors de l'installation de Bertrand-Joseph Maché, notre préfet du département du Vouri actuellement en poste. Il disait, si vous aimez l'argent, vous ne serez plus préfet. Mais, nous avons un cas très si vous aimez l'argent, vous serez riche, mais vous ne serez plus préfet. Et on sait qu'il avait tenu un discours pareil également lors de l'installation des autres préfets partout où il a été gouverneur. Alors, ce passage du discours de monsieur le gouverneur a confirmé justement ce que les gens pensaient, que certains de nos gouvernants sont pris dans le piège, sont dans le cercle vicieux des groupes d'intérêt économiques, des groupes puissants. Alors, finalement, ça donne quoi? Mais ça donne que notre pays n'est pas gouverné. C'est-à-dire que le pays, la loi, comme je l'ai dit, la loi n'a de valeur que par rapport à votre puissance sociale. Si vous êtes faible sur le plan social, c'est-à-dire si vous êtes un citoyen normal, mais la loi pour vous n'existe pas. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous allez vous adresser à qui? Puisque même si quelqu'un veut rendre la justice, si quelqu'un veut faire bien son travail, il suffit qu'on actionne les leviers, c'est un levier de puissance, c'est un réseau et tout, on lui dit, monsieur, arrête. Voilà le cas de ce policier. Il vous dit carrément que ce n'est pas de leur faute. Eux, ils sont prêts à faire le travail, mais le grand patron est pris en charge par des lobbies, par des réseaux qui ont intérêt à ce que la ville soit un champ de ruines, un champ de mort. Président, je te coupe pas. Il y a une société de gaz. Il m'a dit qu'il y a une société de gaz qui s'en fout. Et lorsque vous voulez l'interpeller, il dit le gaz n'est pas concerné. Et il vous montre. L'ancien préfet du Vouri, Nasseri Paul Beya, aujourd'hui au gouverneur du centre, lorsqu'il scellait les agences de voyage qui étaient installées de manière anarchique, on se souvient qu'il s'est tenu pendant un moment devant Radio Balafon toute une matinée parce qu'il y avait des agences de voyage qu'il fallait fermer de ce côté-là. Et on s'était approché de lui pour demander, mais vous fermez et on ouvre, vous fermez et on ouvre. Il dit, c'est pas de ma faute. Si nous faisons notre travail de fermer, mais quand les gens vont là où ils vont et on nous demande d'ouvrir, qu'est-ce que nous faisons? Alors, c'est clair. Mais le pouvoir de l'argent, finalement, est-ce qu'on va finir par s'en sortir avec ces groupes d'intérêt, ces puissances financières qui ont pris en otage nos gouvernants et qui malmènent le système, qui foulent au pied les lois de la République? Et dans ce cas, que va finalement les décisions des autorités? Le problème provient du système de gouvernement qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire que la politique gouvernementale, c'est un problème éminemment politique, ce n'est pas un problème. La politique gouvernementale, les options de conservation du pouvoir chez nous, n'est-ce pas, sont fondées sur ce type de gouvernance Cyril Bojiko. C'est-à-dire que le sommet de l'État s'est organisé pour conserver le pouvoir de façon à ce que, c'est-à-dire il y ait des chefferies qui ne sont pas basées sur la loi, qui sont basées sur des appartenances plus ou moins occultes, parlons comme ça, plus ou moins occultes,
qui n'a aucun rapport avec la loi. La seule loi, la vraie loi étant que, à partir du moment où tes affiliations politiques et occultes rentrent dans la stratégie de conservation du pouvoir, tu es au-dessus de la loi. Et ça, c'est comme le cancer, ça se métastase dans tout le pays. Et vous imaginez, donc vous partez depuis le sommet de l'État jusqu'à la base de la société, vous vous rendez compte que ça fonctionne comme ça. Dès que quelqu'un est dans le réseau, il est puissant. Il est puissant que la loi. On a un cas ici où quelqu'un qu'on connaît a sodomisé un enfant qui est mort. Mais il se balade partout. Et il dit partout qu'on ne va rien lui faire. Pourquoi? Il appartient à des réseaux. Il appartient à des réseaux qui sont articulés jusqu'au sommet de l'État. On ne va rien lui faire. Il est là. Et ce n'est pas le seul cas. Vous avez des autorités dans ce pays qui veulent bien faire leur travail. Mais ils sont paralysés par ces lobbies-là, par ces réseaux qui disent que non, la loi, c'est nous. Donc, ça provient de ce que l'option politico-gouvernementale, la conception du pouvoir, la façon dont on opérationnalise la conservation du pouvoir chez nous fait qu'on ne peut qu'aboutir à ce type de société, à ce type de comportement qui ne peut que s'amplifier. Alors, est-ce là qui nous amène donc à constater que parfois on a des décisions et des lois à géométrie variable qui s'appliquent aux uns mais pas aux autres? Mais bien sûr, on nous dit, le président a l'habitude de dire que le Cameroun est un état de droit. Mais c'est un état de droit chaotique. Chaotique, ça veut dire que ça fonctionne à tête variable. À tête variable. Je vous dis, quand vous appartenez au réseau, la loi est à votre service. Vous avez tort, la loi vous donne raison. Quand vous n'êtes pas dans le réseau, vous n'existez pas. Comme disait Rousseau, la loi est faite pour arrêter les petites mouches, pas les grosses mouches. C'est ce que disait Rousseau. Il dit que la loi est faite pour arrêter les petites mouches. C'est comme une toile. Ça arrête les petites mouches, mais les grosses mouches passent. Rousseau l'a dit. Alors, chez nous, c'est-à-dire que c'est la nature même de la loi. Elle a été conçue pour ça. Donc, c'est un problème d'option politique. C'est parce que notre président, il faut le dire, ce n'est pas l'insulter. Sa conception du pouvoir, sa conception de l'État favorise ce type de comportement. Puisque l'État, chez nous aujourd'hui, la loi est une couverture, mais en réalité, l'État, c'est le président de la République. Alors le président, il n'a qu'une seule option, conserver le pouvoir par tous les moyens. Et il a étudié, il a réfléchi, il a vu comment. Pour conserver mon pouvoir, il faut que je mette sur pied un système politique qui a la loi pour masque, mais qui en réalité, la vraie loi, c'est les appartenances à des cercles clos, à des cercles occultes, dont personne ne connaît le fonctionnement réel, sauf le président. Donc, du coup, vous avez un système qui fonctionne par double, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en face de vous, mais vous avez quelqu'un qui peut être votre supérieur sur le papier, mais son vrai supérieur, c'est un inférieur. Mais parce que l'inférieur appartient au réseau. Mais est-ce que cela n'est pas aussi un indicateur de corruption? Mais vous êtes gentil, c'est pas qu'un indicateur, ça traduit le fait que la corruption est systématique. Elle est structurelle et systématique. Elle est même un mode de gouvernement. Je l'ai souvent dit dans mes interventions. Que le problème de la corruption au Cameroun, ce n'est pas un effet là. La corruption est en même temps effet, mais la corruption est un choix de gouvernement. C'est une stratégie gouvernementale. C'est-à-dire pour contrôler les hommes. Je vous ai dit que l'option de notre président, c'est un choix. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est pas avoir la stabilité. Tant mieux, mais cette stabilité coûte extrêmement cher en termes de valeur, en termes de performance économique, en termes de gouvernabilité du pays. Et c'est dangereux parce que tout repose sur le président. Si le jour n'est pas là, personne ne sait où on va. C'est ça le problème, Cyril Bojiko. Donc c'est un problème. La corruption chez nous, ce n'est pas qu'un indicateur, vous êtes gentil, c'est un choix de gouvernement. Et les conséquences, c'est ce qu'on arrive là. Mais dans ce cas, Bandakani, si l'illégal prend le dessus sur le légal à cause des puissances de l'argent, est-ce que nous ne courons pas droit vers le Calcutta qu'on a en Inde là, un État qui n'est gouverné que par des puissances financières, où chacun est baron dans son système, où les gouverneurs ne sont que des faire-valoir, les préfets ne sont que des sous-fifs, sont aux ordres des puissants cartels qui sont mis en place. Mais est-ce que ce n'est pas le chaos qui va s'installer un de ces jours? On y est. Ce n'est pas encore généralisé. Parlons comme ça, il n'y a pas une généralisation de façon systématique, mais on y est. Vous avez vu, à un moment donné, lorsque, au plus fort de la crise de Boko Haram, il y a eu une intervention depuis Yaoundé pour aller, disons comme ça, rafler dans un quartier. On a bouclé un quartier, c'est le quartier Makéa. Okay.
Vous imaginez, si on vous fait le rapport, qui se passe à Makéa, mais vous allez pleurer. Des policiers vous disent, mais ce sont des gangs, Cyril Bojiko. Ce sont des gangs, ce sont des mafias. Nous avons des mafias installés chez nous et qui sont couverts en haut lieu. Je vous dis, tout le monde connaît, par exemple, dans ce quartier, comment le trafic de drogue se passe. Je prends tout le monde connaît. Mais les gens sont intouchables. Un policier veut faire son travail. On l'appelle, on lui dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Je vous dis, j'ai enquêté. J'habite là, je sais de quoi je parle. Je n'ai rien contre les policiers de Makéa. J'aime de la famille là-bas. Mais ils sont en danger, elles sont en danger justement à cause de ce genre de pratique. C'est une catastrophe finalement sociale qui va arriver là-bas. C'est l'exemple que je prends. Un policier va faire son travail pour aller arrêter un trafiquant qu'il a identifié. Il entre dans le quartier, on l'appelle. Qui t'a envoyé là-bas? Quitte les lieux dans les 5 prochaines minutes. Qui t'a envoyé là-bas? Plusieurs fois. Et mettez-vous à la place de ce policier. Soit il est dans le réseau, soit qu'est-ce qu'il fait? Il se décourage, il baisse les bras. Donc c'est une organisation politique, Cyril Bojiko. C'est organisé pour décourager ceux qui ont les valeurs morales, ceux qui veulent respecter la loi, on les décourage. Et ceux qui veulent bafouer la loi pour servir les réseaux occultes auxquels ils appartiennent, ceux-là, on les encourage. C'est eux qui ont des belles maisons. Vous voyez un gars en très peu de temps, 6 mois, en 2 ans de service, et il accumule des biens qui n'ont aucun rapport avec ses revenus réels. Aucun rapport. Comment voulez-vous que celui qui travaille de façon honnête soit encouragé? Voilà là dans quoi on se trouve. C'est un choix de gouvernement, c'est une stratégie gouvernementale, c'est un projet politique, la corruption, pour contrôler les hommes. Mais le problème, c'est que ce contrôle aboutit à quoi? À une désorganisation du pays, à un renversement des valeurs et au blocage des perspectives d'avenir du pays. C'est ça le danger. Mais comment faire pour sortir de là, président Bandakani? Est-ce qu'on peut en sortir un jour? On va en sortir. Il faut que des gens, il faut que des groupes, des structures organisées qui croient les valeurs, continuent à s'organiser, à investir, être courageux à travailler. Ces groupes-là sont nombreux au Cameroun. Il y a des projets civils comme ceux que vous incarnez. Il y a des projets politiques qui sont incarnés par des hommes honnêtes. Dans tout le domaine, il y en a. Il faut que ces gens continuent à travailler, à exercer leur sacerdoce, n'est-ce pas? Et nous croyons que à la fin de tout ça, Dieu va nous aider. Mais est-ce que le goût de l'argent ne finit pas par devenir une identité camerounaise à laquelle tout le monde va se conformer et que même lorsque le système politique aura changé, celui qui viendra sera encore plus corrompu ou alors va accentuer ce mal? Parce que dans tous les cas, l'argent nous donne la puissance. Vous venez de poser le problème fondamental du changement au Cameroun. C'est pour ça que nous on dit que le changement au Cameroun doit être l'alternance et l'alternative. Si c'est seulement l'alternance, ça ne vaut rien. Parce que mais est-ce qu'on a l'alternative alors? Si. Mais vous, je prends le camp Radio Balafon, je vous dis que d'autres structures, il y a des projets dans la société qui se donnent les moyens intellectuels, politiques et moraux d'être à même d'incarner l'alternance et l'alternative. Le danger, c'est que ces puissances de l'argent aujourd'hui ont déjà colonisé même l'alternance. C'est ça qui est le danger au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est-à-dire, c'est très complexe. Vous avez le président Biya qui a le bilan qu'il a. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il faut l'alternative. Mais le problème, c'est que les gens même, ces puissances qui se sont enrichies de façon mafieuse dans le système du président Biya, non seulement même aujourd'hui, si ce n'est pas un miracle, parlons comme ça, veulent même le flinguer parce qu'ils ont hâte de prendre le pouvoir pour anticiper justement sur l'alternance, parce que s'il y a une alternance qu'ils ne contrôlent pas, ils sont en danger. Donc il faut que par tous les moyens, ils prennent le pouvoir avant, quitte même à flinguer le président. Le président, lui, il est dans une tour de sécurité parce qu'il sait ça. Il est dans une tour de sécurité et ce choc-là rend le pays ingouvernable. Mais en même temps, ces puissances de l'argent ont colonisé les forces qui auraient pu garantir une alternance dans le pays. Elles ont déjà colonisé par de l'argent, par justement l'appartenance à ces réseaux occultes, même des alliances à l'extérieur. C'est pour ça que ceux vraiment qui veulent changer le pays doivent travailler puissamment, réfléchir à un véritable projet qui consolide l'alternance et l'alternative pour qu'on anticipe justement sur ce chaos-là. Alors, et dans ce cas, Bandakani, c'est quand les Camerounais écoutent ça, quand même, ça donne froid dans le dos. On se demande à quoi ça sert dans tous les mécanismes et les institutions que le président a eu à mettre en place pour assainir la vie publique, assainir les mœurs, on a quand même, le Cameroun a de si belles lois. Le nouveau code pénal est venu renforcer d'ailleurs justement ce plan d'assainissement des mœurs publiques du président de la République pour un Cameroun plus juste, équitable, où chacun a sa chance. Comme on dirait ailleurs, une inégalité de chance. Mais on a l'impression que, comme le dit Papillon, les lois sont des loisirs. Mais il a très bien, avec sa formule
que nous connaissons tous, il a bien résumé l'affaire. Il y a un nominalisme institutionnel qui cède par avant pour nous faire croire qu'il y a une régulation de la corruption dans le sens de l'intérêt public. Mais ce n'est pas le cas. Ces institutions sont mieux ciblées par le président, certes. Mais là encore, c'est juste pour le contrôle sur les hommes. Même pas pour sens. Il n'y a même pas une pédagogie de la sanction au sens où qui irait dans le sens d'éradiquer le mal. Parce que s'il faut éradiquer le mal, c'est pas comme ça que ce n'est pas en nommant, en créant des institutions simplement. Il faudrait procéder autrement. Il y a une action globale qu'il faut mener pour attaquer le mal réellement. Et ça ne peut pas réussir sans véritable réforme de fond politique. À l'heure où nous sommes, nous ne parlons même pas de révolution. Parce que notre chef de l'État, il n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas dans cette tradition. On ne va pas demander qui s'il apprend sur laquelle il est assis. Mais qu'il engage au moins des vraies réformes politiques. La seule condition pour qu'on dynamise réellement cette institution, c'est qu'il faut d'abord une réforme politique réelle. De manière à ce que cette idée que les gens se sont mis, cette organisation informelle qui a colonisé l'État, soit éradiquée, soit sérieusement affaiblie, pour que les institutions-là, qu'on a mis en place, la NIF, tout ça et consorts, fassent réellement le travail qu'on attend d'elles. Mais ce n'est pas le cas. Le président n'a pas cette volonté. Il ne conçoit pas l'intérêt du pays comme ça. Il conçoit l'intérêt du pays en fonction, je vous l'ai dit, d'État. La seule conservation du pouvoir. Et les paramètres qui organisent son action présidentielle, c'est la conservation du pouvoir. De manière froide et sans état d'âme. C'est tout ça fonctionne. Donc les ANIF, CONAC et consorts, font des rapports qui sont diligentés vers le président. Ils gardent. Donc, si tu n'es pas un adversaire politique, si ta tête ne dérange pas certains réseaux et tout, on te laisse tranquille. Souvent même la corruption, quand tu es très corrompu, ça te garantit des chances de promotion. C'est-à-dire, quand tu es trop corrompu, là c'est-à-dire que tu es, comment on dit ça, tu es compatible. Tu es compatible avec le vrai projet, le moteur du système. Dans ces conditions-là, ces institutions, pour respectables qu'elles sont, ne vont pas au-delà du nominalisme institutionnel. Bon, c'est un galgier pour les bailleurs de fonds, ça donne des avantages, ça crée des postes pour des gens, mais vous n'avez qu'à voir. La corruption au Cameroun grandit, augmente de jour en jour. De jour en jour. Donc c'est pour dire que ces institutions-là, vraiment, ne peuvent pas lutter contre la corruption. Alors, justement... Allez, et dans ce cas, en tout cas, on en parlera encore et encore à écouter ces déclarations. Et justement, dans cette émission, Emmanuel Coco, c'est ce cambriolage assez suspect qui a eu lieu dans le Mao de Sanaga. Nous sommes ici, principalement dans la ville de Mokolo, où le commissariat spécial a été cambriolé. Des documents sensibles d'enquête sur un responsable du MINESEC ont été emportés, curieusement. Curieusement, et un cambriolage dans un lieu vraiment insoupçonnable, carrément le commissariat central. Bien sûr, c'est là même qui est chargé d'assurer la sécurité dans la ville en haut lieu parce que c'est littéralement au-dessus des... Commissariat spécial ou central? Spécial. Spécial de Mokolo. Donc, un cambriolage assez insolite parce qu'on a pris des documents importants, quelques ordinateurs, on ne sait pas, parce qu'on sait généralement que dans le commissariat, c'est pas le lieu où on garde l'argent. Et quand on sait que les cambrioleurs viennent toujours en premier avec une idée première de prendre de l'argent et autres. Mais là, je crois que c'était des cambrioleurs qui venaient en mission spéciale peut-être pour brouiller les pistes de certains dossiers très très chauds et très sensibles. Alors, est-ce que le fait d'avoir porté des documents d'enquête sur un responsable du MINESEC ne porte pas tout de suite la suspicion sur la personne en question? Ça porte carrément la suspicion sur la personne en question, sans avancer sur les enquêtes, sur une enquête certainement qui a été ouverte. On pourrait croire que c'est la personne concernée qui aurait commandité ce cambriolage-là pour être à l'abri peut-être des poursuites dont elle est victime. Donc c'est quand même, c'est pas la première fois. On a vu même à Yaoundé, au ministère de la Défense, où des bandits arrivés, cambriolés, même au tribunal criminel spécial, on a vu des bandits arriver et cambriolés dans le bureau d'un juge. Mais eux, ils avaient importé des laptops et toujours des documents très 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 importants. Alors, président Bandakani, cambrioler un commissariat, quand même, c'est pas joli à entendre ça. Mais il y a pire, on cambriole les ministères. Même les bureaux de la présidence sont cambriolés. Même la mallette du chef de l'État quand il voyage est cambriolée. Je ne viens pas sur l'affaire qui a secoué le pays, qui a secoué tout le pays à un moment donné. Le président voyage, mais sa mallette, tous les documents secrets qui sont à l'intérieur se retrouvent dehors. Et puis, ouais, tous ces cambriolages qui ont eu lieu dans tous les ministères, il y a eu des rapports, il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des enquêtes, mais aucun Camerounais ne connaît ce à quoi la moindre enquête a abouti.
Et dans ce contexte, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on cambriole le commissariat? Si on cambriole le ministère, mais c'est-à-dire que le commissariat, mais c'est pas chance, même s'ils ne sont pas cambriolés tous les jours. Non, on est dans une structure, on est dans une situation qui est très grave. Vous allez voir, les systèmes de sécurité au Cameroun, à un certain niveau, ont un niveau de performance dans certaines situations précises qui nous renseignent que vraiment, tous ces problèmes sont des choix gouvernementaux. Vous voyez, lorsque vous touchez, c'est insensible. S'il y a une affaire qui touche aux intérêts politiques directs du chef de l'État, vous allez voir des niveaux de performance. Par exemple, dans le domaine sécuritaire, vous vous demandez, mais si c'est dans le même pays où nous nous trouvons. Mais une fois que vous mettez ça à côté, vous vous rendez compte qu'ailleurs, c'est pas possible. C'est-à-dire que la médiocrité, la négligence, l'antipatriotisme sont les valeurs cardinales. On se pose des questions. Ça nous renforce dans ce qu'on a entendu vous dire que, c'est comme ce matin, dit à nos auditeurs que c'est un choix du gouvernement. On ne peut plus dire que non, c'est un hasard. Non, c'est un choix du gouvernement. C'est un choix du gouvernement qui produit ce type de comportement. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer que dans des domaines précis de l'État, il y a des performances. Quand on va atteindre un but, il y a des performances. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la crise anglophone, lorsqu'il a fallu maîtriser cette contestation, je dis sur le plan du maintien de l'ordre, il y a eu des résultats, Cyril Bojiko. Il y a eu des résultats. Et la gestion, même, nous avons vu que nous avons des services de renseignement qui sont efficaces. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a des informations même. C'est-à-dire que les gars faisaient des réunions le lendemain. Tout ce qu'ils ont fait dans la réunion était dans les mains des services de sécurité, par exemple. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines, quand souvent les intérêts de l'État à un certain niveau, et surtout quand c'est lié aux intérêts du président, et certains endroits sensibles au pouvoir, vous avez des niveaux de performance. Vous vous demandez comment ces niveaux de performance ne peuvent pas être généralisés dans toutes les administrations et dans tout le pays. C'est un choix du gouvernement, Cyril Bojiko. Les priorités, l'essentiel, l'intérêt supérieur du pays est défini par le chef d'État comme étant la conservation du pouvoir par tous les moyens. Clair et net. C'est-à-dire qu'il faut qu'il maîtrise le pouvoir, qu'il y ait un contrôle total sur le pays et sur les hommes pour conserver le pouvoir. Alors, dès que les gens répondent à ce critère, dès que les gens travaillent pour aller dans ce sens-là, ils sont tranquilles. Ils vont marcher sur la loi comme ils veulent, on ne leur fera rien. C'est connu. C'est-à-dire que c'est écrit partout. Donc, une fois de plus, il nous faut faire une réflexion très sérieuse sur ce que signifie le changement dans ce pays. Il nous faut réfléchir sur notre capacité à changer le comportement des hommes. Il nous faut réfléchir sérieusement là, c'est-à-dire que demain, l'État du Cameroun doit être une machine à reformer les hommes, à produire un type d'homme nouveau. C'est-à-dire, ça, c'est la pédagogie du changement. Il faut réfléchir à ça. Si on n'a pas cette science-là, pour rapidement reconvertir la machine étatique de manière à ce qu'elle puisse être une machine qui réforme les comportements des gens, qui produit un type d'homme nouveau, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Je crois que penser le changement, c'est d'abord cela au Cameroun aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de dire on veut prendre le pouvoir. C'est normal, il faut prendre le pouvoir. Mais il faut qu'on comprenne que le grand challenge que nous aurons, ce sera de transformer ce pouvoir de manière à ce qu'elle soit capable de renverser, d'éradiquer tous ces comportements qui sont enracinés depuis pratiquement plus de 30 ans. Et c'est un challenge, je ne sais pas s'il y a eu ces défis, c'est un grand challenge. Mais heureusement, nous croyons que notre pays a des compétences, a des ressources pour aborder ces défis-là. Alors, justement, il y a des hommes pour ça quand même. Je prends toujours votre exemple, vous n'êtes pas le seul. J'ai signifié ici qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de projets civils, des projets citoyens, n'est-ce pas? Même des projets politiques, des projets spirituels, où on voit des citoyens, des Camerounais, vous avez parlé de ces héros, ces militaires qui ont sauvé des vies, et qui n'est même pas intéressé par la publicité sur sa personne. Vous voyez comment un homme est en train de passer, un militaire. Voilà quelqu'un qui nous montre que l'armée du Cameroun a des valeurs. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc, si nous avons une machine de l'État qui est entre des mains qui ont pensé sérieusement ces problématiques structurelles de notre État et qui s'engagent, n'est-ce pas, à remettre la machine de l'État au niveau de la correction des comportements, au niveau de la production de valeurs, nous voyons qu'il y a du potentiel. Ce militaire n'est pas isolé. Ils sont pleins dans l'armée. Ils sont pleins dans le champ politique, dans les forces politiques. Vous les trouvez dans le champ économique, vous les trouvez dans le champ médiatique, vous les trouvez dans le champ religieux, dans l'administration. Il faut organiser une convergence structurelle au niveau du pays, au niveau de l'État, pour que ces forces-là dominent les forces négatives. C'est possible, on peut le faire. Sacré matin.
Allez, nous sommes le 3 mai, vous le savez, c'est la journée qui nous est consacrée à la liberté de la presse et nous en parlerons avec Banda Kani dans cette émission. Mais à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole à madame le délégué de la communication qui est en ligne avec nous. Madame le délégué, bonjour. Oui, allô madame, bonjour. Oui, bonjour. Allez, c'est pas tous les jours qu'on vous a sur notre antenne. Nous sommes le 3 mai. Cette journée est consacrée à la liberté de la presse, instituée en 1993 par les Nations Unies. Et nous sommes très heureux de vous avoir sur notre antenne de Radio Balafon. C'est un honneur pour nous, madame le délégué. Ben, écoutez, c'est plutôt moi qui suis honorée, monsieur Bojico. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour à votre team. Je suis là et très heureuse de pouvoir dire à l'ensemble de la presse du littoral bonne fête de la liberté de la presse, bonne célébration surtout, parce qu'en la réalité, il ne s'agit pas de fête, il s'agit d'une journée de plaidoyer, un plaidoyer qui, ma foi, cette année encore est plus nécessaire que jamais. Et justement, je profite de la possibilité qui m'est donnée pour annoncer que tout à l'heure à 11h, les journalistes, ceux qui comptent et qui font la presse dans le littoral, donc vous, forcément, Merci. avait la possibilité d'aller vers l'autorité administrative, la superstructure, pour dire enfin qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de ceci, on n'est pas d'accord de cela. On est plutôt heureux de cette autre chose et on serait honoré qu'une meilleure projection soit faite. Alors je vous convie tous à venir dire au gouverneur de la région du littoral et à toutes les autorités administratives que, ma foi, si ça suffit, eh bien ça suffit. Merci infiniment, madame le délégué. Alors, à l'endroit des professionnels de la presse qui travaillent au quotidien, ces plumes qui contribuent à l'édification de la société, à notre construction d'un idéal social. Madame le délégué, quel est votre mot à l'endroit de ces professionnels? Ben écoutez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la presse est aujourd'hui la meute, ces chiens de garde comme les autres le disent, qui crient à tout va, qui courent après les scoops, qui relaient des informations ici et là, qui aujourd'hui se sont transformés en snipers. Ah non du tout. La presse du littoral a évidemment ses tares, mais elle a aussi ses bonheurs. Ici, on a une presse responsable, on a une presse libre, heureusement, et Sacré Matin est l'exemple parfait de ce que dans le littoral, on peut construire. Alors, à l'égard de ces professionnels, je dis tout mon encouragement, évidemment. L'administration, c'est l'administration. Dans une vie peut-être pas récente, mais j'ai été journaliste et je continue de me sentir libre de l'être. À cette presse-là, je dis de ne pas abandonner. Parce que les contraintes sont telles qu'elles sont matérielles, elles sont financières, elles sont même humaines, pour ne pas dire idéales. Elles sont telles qu'on serait tenté aujourd'hui d'abandonner le combat parce que c'est devenu un combat. C'est un combat politique, c'est un combat économique, c'est un combat pour la survie. Il ne faut surtout pas abandonner parce que les derniers que vous êtes, si tout le monde abandonnait, il n'y aurait plus d'alternative. Alors bon courage, beaucoup d'abnégation et surtout que les entreprises soient de véritables entreprises de presse. Sinon, c'est la mort programmée. Et nous allons également, madame le délégué, vous prier de bien vouloir porter nos besoins auprès des autorités compétentes pour que le président Paul Biya revoie à la hausse son aide à la communication auprès chaque année. Vous connaissez cette année, ces derniers temps, les difficultés qu'ont les journalistes, notamment la presse écrite, dans ces réseaux de distribution. Ça devient de plus en plus compliqué. Il faudra faire quelque chose. Et c'est fort dommage. Mais moi, je vous dis, monsieur Bojico, j'ai les limites qui sont les miennes, les limites administratives. Les micros vous seront ouverts à la salle polyvalente des services du gouverneur dès 11h. Venez faire votre plaidoyer et demandez à ce qu'il soit transmis et redites-le sur vos médias pour que le chef de l'État ou ceux qui lui portent le message puissent directement être au courant au cas où les courroies de transmission étaient défaillantes. Une dernière question. Est-ce que la presse se meurt au Cameroun, madame le délégué? Hélas oui. Hélas oui. Pour la presse écrite, c'est de plus en plus compliqué. Vous parliez tantôt des défaillances observées dans la distribution. Les solutions ne sont pas encore trouvées. Le gouvernement essaye de pallier. Mais enfin, il faut un réveil peut-être pas nationaliste comme en ces années-là, mais il faut que la presse soit dûment accompagnée par ceux que la presse sert. Mais pour qu'elle soit accompagnée, il faut que ce soit un travail de qualité, une ressource de qualité et une technicité de qualité, malheureusement. La concurrence est telle que on ne peut plus survivre aujourd'hui dans ce secteur-là. Il faut travailler et travailler qualitativement. Je continue de dire qu'à Douala,
Ceux qui resteront, on sait qui restera. Ceux qui devront disparaître ont commencé à disparaître. Je ne veux pas donner de nom aujourd'hui, mais dans tous les cas, ce sera demain ceux qui auront compris que la presse, c'est d'abord une entreprise, c'est un produit vendable, c'est un produit qui attire. Ils tireront leur épingle du jeu, autrement il faudra passer à autre chose comme beaucoup d'entre nous. Merci infiniment, Madame le délégué régional de la communication pour le littoral. Merci beaucoup pour cette intervention sur notre antenne. Elle a gardé sa belle voix. Elle a gardé toute sa belle voix. Elle est toujours journaliste. Merci à vous et bonne continuation. Bon courage, Monsieur Bojiko, et salut à la team. Merci infiniment, Madame le délégué. Merci beaucoup. C'est donc l'autorité qui intervenait sur notre antenne en direct. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs. C'est la patronne de la presse dans le littoral. Alors, Bandakani, vous l'avez écouté il y a un instant, Madame Bichek, dans cette intervention relative à cette journée internationale pour la liberté de la presse. Déjà, quelle est votre impression? C'est ce type d'administration que nous appelons de tout nouveau. Tout à l'heure, nous parlons des pesanteurs, des faiblesses, des incapacités, des dysfonctionnements structurels qui minent notre pays. Mais là, nous avons des forces, tout à l'heure on en parlait, des forces positives qui se retrouvent partout dans le pays, dans tous les domaines qu'il va falloir fédérer. Le gouverneur de la région du littoral, cette dame que qui reçoit la presse. C'est une première quand même. Le gouverneur du littoral, Samuel Ibarra Dibois, cette dame que je viens d'écouter, Madame Bissek, oui. Madame Bissek, nous amène à croire à notre pays que c'est possible. Ce type d'administrateur. Vous l'avez écouté avec quelle liberté elle parle? Oui, justement, oui, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à une fonctionnaire. On n'a pas l'impression que... Non, mais c'est de cela que nous appelons de nouveau. Cette administration qui dynamique, au contact du réel, qui a compris que venez le dire, même si vous entendez le dire. Elle ne vous conditionne pas. Non, moi je salue ça. Venez dire ce qui ne va pas. C'est ce que nous appelons. Elle a dit, venez dire ce qui ne va pas. Et elle dit que bon, si les rouages, si les rouages de transmission sont bloqués, venez parler, même si votre continuez à le dire et tout. Vous voyez, ça c'est une personne c'est une dame qui a anticipé sur l'évolution de son métier, de son administration, mais on ne peut qu'encourager ça, Cyril Bojiko. Peut-être si j'avais un truc à ajouter à ce qu'elle a dit, c'est que c'est vrai, on est dans un environnement où la presse n'échappe pas à la concurrence. Mais notre État, nous devons lutter pour éviter que la presse, l'information, qui est un produit spécial, soit marchandisée. On ne peut pas accepter ça. L'État du Cameroun nous ne pouvons pas laisser la presse, le secteur médiatique, être marchandisé. Sinon, ce n'est plus le journalisme qu'on va faire. C'est plus l'information. Ça va être l'information de l'argent. L'État peut le faire. Il faut pas laisser la presse écrite disparaître. Non. C'est parce qu'il y a Internet qu'on va laisser le journal disparaître. Le journal a une spécificité qu'Internet n'a pas. Internet ne peut pas apporter au lecteur, aux citoyens, ce que le journal lui apporte. Ce que la radio lui apporte. Donc, il faut un projet. Il faut que l'administration pense le métier du journalisme, pense le média, vous réunisse, fasse appel à vous pour penser le média dans le Cameroun, penser cela et élaborer des politiques, de nouvelles formes de régulation qui permettent à la presse, tout en étant, bref, de donner une identité spéciale à ce qu'on appelle entreprise de presse. Parce qu'il y a un danger à cela, c'est le Bojiko. Ouais. Si on maintient l'entreprise de presse seulement dans cette conception commerciale de la marchandise, c'est-à-dire la concurrence, chacun cherche à gagner et tout, j'ai dit, ça marche pas. Il faut que la spécificité d'entreprise de presse au Cameroun soit respectée et que l'État mette sur pied des politiques qui vous soutiennent. Elle a bien dit que nous sommes les derniers encore à croire à ce que nous faisons. Voilà. Alors, est-ce que dans cette intervention de Mme Bichek sur notre antenne, la régionale de la communication et aussi par glissement l'attitude de monsieur le gouverneur Samuel Ibarra Dibois qui aujourd'hui dit à la presse, allez venez, on va choquer, allez venez. Oui, venons, mais les gants, on va dire ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Est-ce que ça rompt avec la conception et la perception que les habitants de Douala ont de nos gouvernants? Bonanjo, c'est la censure. À Bonanjo, on va visser. À Bonanjo, on t'arrête. Oh, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Les fonctionnaires là, ceux qui nous gouvernent là. Il y a quand même des gens qui ont une autre attitude quand même complètement différente. Elle était en direct là. C'est-à-dire que est-ce que ça n'ouvre pas un peu l'esprit des gens à dire mais attendez, c'est quand même une autorité qui vient de parler de cette manière, elle avait une telle liberté. Ça veut dire, comme vous l'avez dit il y a un instant, qu'il y a des gens, il y a d'autres forces. Ils sont là. Un monsieur comme le gouverneur Samuel Dibois, mais ce n'est pas sa publicité. On le connaît. Il a un passé, il a un parcours qui plaide pour lui. C'est un monsieur sérieux. Un monsieur comme ça, dans un autre environnement,
mais va faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il fait face à des pesanteurs terribles, structurels. Ouais. Mais il ne cède pas parce que c'est un homme de valeur. Il croit les valeurs. Moi, je ne le connais particulièrement. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est un homme pieux. Il croit les valeurs, il s'accroche. Imaginez un type comme ça dans un autre environnement. Il va faire 1000 fois ce qu'il peut faire aujourd'hui. Une dame comme cette, notre déléguée régionale à la communication. Imaginez-la dans un environnement où les gens ont compris les enjeux. Elle va faire autre chose. Tout à l'heure, je vous parlais de la presse. Mais on ne peut pas livrer la presse du Cameroun aux lois du marché, Cyril Bojiko. Vous ne pouvez pas accepter ça. Sinon, ça devient comme en Europe, où la presse est entre les mains des riches. Et c'est la dictature. C'est une forme de dictature. Vous ne pouvez pas laisser l'information, qui est un service public, entre les mains des forces de l'argent. Donc il faut imaginer des politiques. Si le gouvernement peut pas le faire, nous on peut les aider à le faire. Il faut imaginer des politiques qui respectent le caractère service public de votre métier. Quand on a un service public, on est pris en charge en partie par l'État du Cameroun. Pas l'État, c'est clair et net. Donc, c'est pourquoi j'ai plaidé pour que le président Paul Biya qui accorde chaque année une subvention pour aider la presse mais privée. Cette subvention ne vaut rien. Mais il faut augmenter ça parce qu'au Gabon, ils sont à plus de 3 milliards de francs CFA. Chez nous ici, c'est à peine si on a 1 milliard. Donc, et on a plus de publications que les Gabonais, on a plus de tirages, on a plus de 200 radios qui émettent en FM, on a plus de 50 chaînes de télévision, sans compter les tirages des journaux écrits. C'est plus dense qu'au Gabon, mais là-bas, ils sont 3 fois ce que nous avons ici. Et ça fait donc que la presse, surtout dans cette situation, difficile. Parce qu'on vend un journal à 400 francs déjà, ce qui n'est pas bon pour le lecteur qui est à 400 francs. Il peut manger son bon petit plat de midi. L'accès, ça commence à devenir un peu cher, l'accès à l'information. Du coup, on se rabat sur Internet et ça fait mourir les journaux imprimés. Ça mène au chômage des journalistes, à la clochardisation. Ça réduit les emplois dans le secteur, mais ça expose également les confrères à la corruption. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il est normal que dans un pays mais est-ce que pour la paix sociale, le président, lui, c'est ce que moi je vais tenter de dire au gouverneur, que dites à monsieur le président que si, pour cette paix sociale, il va falloir qu'il revoie l'aide publique à la presse. Sinon, ces gars vont être livrés. C'est un peu comme un militaire qui n'est pas bien occupé, qui n'est pas bien payé. Il devient danger pour les habitants du quartier. Raquettes, corruption, menaces, terrorisation des populations, abus de toutes sortes. Pour la paix sociale quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas que la presse soit déjà dans les conditions idéales de travail? Mais il faut que le gouvernement ait un projet pour la presse. Il faut un projet de communication. Dans le monde aujourd'hui, la communication participe de ce qu'on appelle une nouvelle forme de diplomatie. La communication. Un gouvernement qui n'a pas un projet communicationnel ne sait pas où il va. Je donne l'impression qu'il n'y en a pas. La communication se réduit à la défense du président. Tout à l'heure, si c'est possible, est-ce qu'il est normal que dans un pays comme le Cameroun, la subvention à la presse ne soit inférieure au contrat qu'on signe avec des journaux étrangers? Ne pas les citer? Voilà, justement. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. L'État subventionne indirectement des journaux étrangers qui n'apportent rien au pays et ne trouve pas important non seulement d'augmenter votre cagnotte, mais de mettre en place des lois, un cadre juridique, un cadre organisationnel qui renforce la spécificité de votre métier. C'est inacceptable. Ça veut dire que l'État n'a pas de projet. Parce que l'État n'a pas compris aujourd'hui que la communication, privée comme publique, ce secteur-là est une chance pour le gouvernement. C'est un atout. C'est un facteur de régulation sociale et même sociopolitique. L'État n'a pas compris ça, Cyril Bojiko. Il faut que l'État comprenne que la presse dans sa diversité, c'est-à-dire vous, médias privés, dans votre liberté, votre indépendance, vous êtes plutôt, vous êtes même comme un démembrement civil de l'État. Quand on a compris ça, mais on change de politique. Et justement. On change de politique. Et justement, dans une petite minute, on parlera de Jeune Afrique et sa dernière sortie sur le Cameroun. Vous nous donnerez votre avis. Ils ont parlé du ministre Issa Chiroma de la communication, puisqu'on parle de la communication aujourd'hui de la presse. On parlera des grands acteurs de la presse, notamment Issa Chiroma, qui est le ministre de la communication et dont la dernière sortie de presse a eu lieu hier soir à Yaoundé. On parlera surtout de cette tribune de Jeune Afrique consacrée au ministre de la communication. Sacré matin. Alors justement, dans sa dernière publication, Jeune Afrique consacre plusieurs lignes au ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Dans cet article de presse, c'est pas joli, on se demande encore, est-ce que nous sommes encore dans le journalisme Jeune Afrique qui va traiter le ministre de la Communication du Cameroun de vuvuzelateur, le comparer au chargé de la communication de la RD Congo, un talent en moins. Alors, des propos quand même qui sont distants de toute courtoisie journalistique et même politique, un peu comme si on avait là un règlement à une affaire entre personnes. Alors, vous avez lu ça. Vous, est-ce que vous avez la même lecture que la plupart des Camerounais sur cette sortie de Jeune Afrique concernant Issa Chiroma Bakary? Ben, c'est des bonjour, bien sûr. Nos gouvernants sont souvent difficilement défendables.
Mais lorsque des personnes morales ou individuelles, qui, sur aucun plan, ne valent mieux que le gouvernement, je dis sur aucun plan, sur le plan personnel, même sur le plan de leur travail, ne valent pas mieux que le gouvernement, s'attaquent à notre autorité, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas tolérer que M. François Soudan, qui sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ne vaut pas M. Tiroma, traite comme ça notre ministre. Et sur quelle base? Moi j'ai parcouru cet article sur l'île Boshiko. Dans l'article, d'abord, M. François Soudan insulte tous les journalistes camerounais. Vous l'avez lu, si on a le temps, je vais vous lire la partie. C'est ça qui est inacceptable d'ailleurs. Hein. On peut lire la partie. Allons-y, lisons. Il dit, cette fois-ci, je prends la partie, c'est pour juger de l'ensemble de notre œuvre depuis 2011, Jeune Afrique. Pourquoi cette date, lui seul le sait, que ce septuagénaire aux éternels et impeccables Gandoura a convoqué un aréopage de journalistes, lesquels ont été sommés de retranscrire, tu veux bien, l'intégralité de son réquisitoire. Toute honte but. Avait-il le choix? La CITV, Cameroun Tribune et une demi-douzaine de journaux privés, ils sont donc allés de leur copier-coller. Est-ce qu'il y a pire insulte qu'on peut vous adresser, vous, Boshiko? Est-ce que le CNC ne peut pas... Il y a un principe élémentaire en journalisme, on ne s'attaque pas aux confrères. Très bien. Alors, un principe élémentaire. Voilà comment M. François Soudan traite les journalistes camerounais. Alors, il faut le dire, parlons un peu rapidement de cette affaire. D'abord, M. François Soudan et son journal ne sont en rien supérieurs sur le plan déontologique, sur le plan professionnel et éthique aux journalistes camerounais. Je dis en rien. Mais c'est même plus grave parce que les avantages géopolitiques dont dispose ce journal Jeune Afrique les obligent à faire mieux que les professionnels camerounais et africains qui travaillent dans les conditions de travail pires que Jeune Afrique. Mais malgré ces conditions de travail, ces facilités géopolitiques que le journal dispose, n'est-ce pas, leur performance déontologique et éthique est médiocre. C'est le Boshiko. Médiocre, première remarque. Deuxième remarque. M. Tiroma juge les propos de M. Soudan, juge les propos du ministre excessifs, donc insignifiants en même temps. Il dit que, bon, ok, vraiment, ce n'est pas digne de répondre. Il ne devait même pas répondre si M. Tiroma, le ministre, n'avait pas prétendu parler au nom du chef de l'État. C'est prétend. Oui, c'est écrit. C'est une prétention. C'est écrit. C'est écrit. C'est-à-dire, il dit que il ne devait pas s'abaisser à répondre au ministre Tiroma si celui-ci n'avait pas prétendu parler au nom du chef de l'État. Alors, et il dit donc que c'est parce que monsieur le ministre parle au nom du chef de l'État que l'affaire prend une autre dimension. C'est ce qu'il dit. Alors, si le fait pour monsieur Soudan et Jeune Afrique de répondre à monsieur Tiroma parce qu'il prétend parler au nom du chef de l'État donne à la réponse de Jeune Afrique une autre dimension. Jeune Afrique ne nous dit pas dans son article en quoi le simple fait, il ne nous dit pas c'est quoi cette dimension que le fait pour M. Tiroma de parler au nom du chef de l'État apporte à l'affaire. Il ne dit rien. Mais lui, et c'est là où il y a la manipulation Cyril Boshiko. Alors, entre Tiroma et Jeune Afrique, M. Soudan, qui a en droit donc de revendiquer une proximité avec le chef d'État du Cameroun? Ce n'est pas Tiroma. C'est Tiroma. Qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. M. Tiroma est dans son rôle. Alors, si M. François Soudan dit que Tiroma n'est pas dans son rôle, François Soudan est donc plus proche du président camerounais que M. Tiroma. Est-ce que ça ne révèle pas des choses? Ça révèle. Mais il veut donc se substituer incidemment au chef de l'État pour dénier à M. Tiroma le droit de parler au nom de celui-ci. Dans ce cas, on se pose la question. C'est toujours un journaliste? C'est un agent secret? C'est un diplomate? Est-ce qu'il faut apprendre à M. François Soudan? C'est un conseiller de l'ombre de Paul Biya. Est-ce qu'il faut apprendre à M. François Soudan de Jeune Afrique que M. Tiroma est porte-parole du gouvernement camerounais et MINCOM depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et que c'est un poste de souveraineté. Donc, donne pas ça à n'importe qui. Continuons. Alors, analysons rapidement le contenu de M. Quand il parle de l'analyse du contenu, M. François Soudan, il nous a énuméré les contenus de numéros et d'articles de Jeune Afrique qui, selon lui, infirment le réquisitoire univoque du communicant de Yaoundé. C'est comme ça qu'il appelle le mot, du communicant de Yaoundé. Il dit infirme. Alors, ça veut dire quoi, c'est Boshiko? Que M. Soudan avoue que Jeune Afrique a fait beaucoup d'articles pour féliciter l'action du régime. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est ça dans l'article. Oh, très bien. Alors, les articles dont M. Soudan parle, n'étaient-ils pas univoques? Puisque les critères de publication relèvent de la seule souveraineté déontologique professionnelle de Jeune Afrique. Oui. Donc c'est aussi univoque. Il ne peut donc pas reprocher au ministre camerounais ce que lui-même il fait. Alors, si à cette occasion-là, Cyril Boshiko, le MINCOM avait fait des sorties pour saluer Jeune Afrique, qu'aurait dit François Soudan?
Il aurait insulté comme il insulte là. Peut-être que non. Or, féliciter le régime du président Biya, c'est aussi féliciter son porte-parole, c'est du Bojiko. C'est élémentaire. C'est un travail d'équipe. Mais vous ne pouvez pas féliciter un régime et ne pas féliciter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Donc, M. François Soudan est dans des contradictions élémentaires. Je dis élémentaires, même pas de second niveau. Je dis premier degré de contradiction. Il est dans les contradictions élémentaires. Il ne peut pas dire que le réquisitoire du ministre à l'égard de Jeune Afrique est univoque. Et lui-même, dans le même article qu'il écrit, son droit de répondre en parlant comme ça, sa réponse, il tombe dans le même travers. Même travers. Mais plus grave, il sort des articles où Jeune Afrique félicite le régime de Yaoundé et dit que ça c'est très bien. Mais ce régime a pour ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement. Mais ça, il faut apprendre ça à un journaliste qui est supposé avoir l'expérience de M. François Soudan. Continuons sur l'île Bojiko. M. Soudan lui-même et Jeune Afrique avouent eux-mêmes, je vous dis, ils avouent eux-mêmes que ce n'est pas la rigueur déontologique et professionnelle qui guide la rédaction de leur article ou reportage. Il avoue dans l'article lui-même. Oui. Non, j'ai l'article. Moi, j'ai lu. J'ai l'article. François Soudan, dans son attaque très basse contre le ministre de la Communication du Cameroun, convoque parmi les articles que Jeune Afrique aurait fait pour saluer l'action du gouvernement camerounais, il convoque un reportage réalisé en 2015 au sein du BI et qui a fait la couverture de Jeune Afrique. François Soudan lui-même dit que ce reportage-là a été un reportage empathique. Le mot s'écrit. Alors, moi je vous demande, vous êtes des grands professionnels. De quelle déontologie relève le mot empathie? Je demande à vous, vous êtes professionnels. Ça veut dire que François Soudan est en train de dire que le reportage qu'ils ont fait au sein du BI n'était pas basé sur la déontologie. C'était sur l'empathie. L'empathie. Subjectif. Subjectif. Non, c'est dans l'article. J'ai lu, c'est dedans. Et dans l'article, M. François Soudan, du haut de sa prétendue supériorité autoproclamée, donne les leçons à M. Chiroma. Et avoue dans l'article que non, ils font souvent des reportages sur la base de l'empathie. C'est écrit dans l'article. M. François Soudan dit que c'est parce qu'ils ont publié dans leur site internet l'interview de l'ancien ministre Marafa. Puisque M. Marafa et M. Chiroma, selon lui, ne s'entendent pas et que c'est connu publiquement au Cameroun, c'est donc cette interview qui aurait mis M. Chiroma hors de lui. C'est ce que M. François Soudan dit. Et il dit ceci. Il dit dans son article que M. Chiroma doit être en mesure de faire la différence entre le site internet de Jeune Afrique, qui est différent de l'hebdo. C'est ce que il le dit. Il le met entre parenthèses. Mais dans le même article, M. François Soudan demande au ministre, mais tu aurais pu nous répondre concernant cette interview du site internet dans les colonnes de Jeune Afrique Hebdo. Oh. Mais lisez l'article, le voici. Voilà l'article qui est là. Wow. Je l'ai parcouru, mais je ne voyais pas ces éléments-là. C'est là dedans, moi j'ai tout souligné, voilà ça. C'est là. Le métier. Il dit que, monsieur le ministre, vous devez savoir qu'il y a une différence entre le site internet de Jeune Afrique et Jeune Afrique Hebdo. Il dit ça. Oui. Voilà. Monsieur Marafa, qui est ton ennemi, a fait une interview dans le site internet. Si ça t'a choqué, hein? Il fallait venir dans les colonnes. Alors qu'il dit à M. Chiroma que fait une différence entre le site internet et l'hebdo. Mais tu pouvais répondre à M. Marafa dans les colonnes de l'hebdo qui te sont toujours ouvertes. Mais, je vous dis non. C'est écrit là. Mais, voilà, ça, je peux lire. Hein? Je peux lire, c'est du Bojiko. L'animosité qui oppose les deux hommes étant de notoriété publique, c'est sans doute cela qui en réalité a motivé l'île de M. Chiroma. Mais autant ce dernier était dans son droit de réagir à cet entretien, y compris s'il avait manifesté le souhait dans nos colonnes, lesquelles lui ont toujours été ouvertes. Mais voilà ça, il écrit. Alors, c'est dit, bon, une question se pose. D'abord, où est donc la frontière juridique juridique et déontologique entre le site internet de Jeune Afrique et l'hebdo du même journal, du même groupe? Où est la frontière? Ce n'est pas à nous de définir ça. Non. Vous voyez donc comment est-ce que M. Soudan peut se livrer à un type de fémania journalistique. Est-ce que je termine. Alors, si le MINCOM est un vuvuzellateur, comme le qualifie M. Soudan dans le même article, et que Jeune Afrique est un grand journal, comment alors les colonnes d'un très grand journal peuvent être toujours ouvertes aux vuvuzellateurs? Continuons. Là où c'est plus grave, on va terminer par là où c'est plus grave. À la fin de l'article, M. François Soudan fait savoir pourquoi. Il se demande, mais pourquoi est-ce que le MINCOM
a cru bon de mêler le président de la République du Cameroun à ce qu'il apparaît comme un règlement de compte personnel totalement unilatéral. Et puis, à mon nom couvert, à mon nom dit, il suggère à la fin de l'article que Tiroma serait en réalité un adversaire du chef de l'État. Proche, un collaborateur, mais qui est en même temps un adversaire du président. Et il dit ceci à la fin de l'article, que le président Biya, comme il n'a personne en face dans le paysage politique, il a beaucoup de hauteur. Puisqu'il dit que Jeune Afrique et le Soudan, je vais lire, parce qu'il faut que les spectateurs, quand on parle, ils savent qu'ils comprennent qu'on n'invente rien. Il dit ceci. Et surtout, pourquoi diable ce ministre de la République et porte-parole du gouvernement a-t-il cru bon de mêler le chef de l'État à ce qui apparaît comme un règlement de compte personnel totalement unilatéral? Il parle comme ça du ministre porte-parole du gouvernement. Il demande pourquoi le porte-parole du gouvernement mêle le chef de l'État dans sa sortie. Bon, on passe dessus. Il dit ceci. Le paysage politique camerounais étant ce qu'il est aujourd'hui, Paul Biya n'a plus d'adversaire à sa hauteur. Mais il a des collaborateurs 3 points serrés. Il ne termine pas la phrase. Ça veut dire qu'il considère que Tiroma est l'adversaire du président. Alors, tirons les conclusions de cette affaire, c'est du Bojiko. Si M. Soudan apprécie donc la hauteur du président Biya, qui n'a personne qui soit, je me répète volontiers, à sa hauteur au Cameroun, en le disant, M. Soudan fait exactement comme le ministre Tiroma, qui divinise, et c'est normal, son patron. Tiroma défend son patron. Tiroma dit que le président Biya est le meilleur cheval, est le meilleur, est plus fort que tous les hommes politiques. Il est pas dans le gouvernement, il est dans son rôle. Mais François Soudan, ce qui est bizarre, fait pareil comme Tiroma. Puisqu'il nous dit que Paul Biya est tellement haut au Cameroun, il n'y a personne qui soit à la haut. À sa hauteur. Qu'est-ce qu'il reproche dans M. Tiroma? C'est que lui-même. Est-ce que finalement ils sont concurrents? Bon, mais voilà, vous êtes combien? Alors, dans ce jeu, en le disant, il fait comme le ministre Tiroma. Dans ce jeu, alors, qui est plus légitime à nos yeux? Mais qui nous laisse notre ministre tranquille. Parce qu'entre deux vuvuzelateurs, nous on préfère le local, non? Ouais. On préfère le local. Alors, plus grave, c'est dit Bojiko. Est-ce que vous pouvez en même temps dire que le président Biya a beaucoup de hauteur et ne pas comprendre que du haut de sa hauteur céleste, s'il nomme quelqu'un ministre de la communication, porte-parole de son gouvernement, et qu'il a beaucoup de hauteur, mais vous devez donc comprendre que celui qui l'a nommé a aussi un peu de hauteur. Vous ne pouvez pas dire que Sidi Bojiko a de la hauteur et dénigrer Emmanuel Koko, que Sidi Bojiko nomme par exemple comme son adjoint. C'est une contradiction. Soit Sidi Bojiko a de la hauteur, et nous supposons que celui qu'il nomme a aussi de la hauteur comme lui. Sinon, celui que vous nommez va vous faire descendre en bas. Donc en réalité, c'est monsieur Soudan qui n'a pas le niveau de monsieur Tiroma. Dans le fond, c'est Sidi Bojiko. C'est quoi dans le fond de l'affaire? Parce que est-ce que ça parler ainsi d'un ministre dans une tribune aussi respectée que Jeune Afrique amène quand même à se demander, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que nous ne connaissons pas? Bien sûr, les enjeux sont simples. Jeune Afrique, c'est quel journal? Voilà la question. C'est quel journal? Comment ce journal, Sidi Bojiko, depuis 50 ans, a pu se maintenir au centre de la France-Afrique et être le seul média panafricain au niveau international, au niveau panafricain, à se maintenir dans ce marécage, dans ce marécage de crocodile qu'on appelle la France-Afrique? Comment? Voilà la vraie question fondamentale. Ce journal, donc, qui est en fait un journal des services secrets français, moi j'assume mes propos, hein. C'est pour laquelle qui parle, qui est un journal qui est au service de la France et des services secrets français. Fort donc de cela, M. Ben Yamed, son journal, M. François Soudan, vous savez qu'il est dans le palais Andine, non? Oui. Andine, M. François, très bien. Andine. Oui. Pourquoi? Ils savent donc que le réseau, la France-Afrique, sachant donc qui est le véritable journal, les gens ont peur de s'amuser, les gens ne peuvent pas s'amuser avec Jeune Afrique. Puisque on connaît la place que le journal occupe, de manière non dite, on sait que la France, le dispositif de la France-Afrique, a donné une fonction précise à ce journal. Et du coup, ça lui donne une influence terrible. Monsieur François Soudan le sait. Il ne tolère donc pas François Soudan, le grand blanc. Tout haut qu'il est, il n'est même plus qu'un président, puisqu'il est dans le palais Andine. Comment peut-il accepter donc qu'un petit ministre du Minicom, fut-il, porte-parole du gouvernement camerounais, ose le contredire? Voilà l'affaire. S'il laisse donc faire, ça veut donc dire que Jeune Afrique n'est plus puissant, va perdre de sa puissance, ça peut contaminer les autres. Il faut donc ramener le ministre camerounais à son petit niveau. On célèbre le président. Et vous savez pourquoi, non? Vous savez que tous les présidents africains, tous les États africains donnent les marchés à Jeune Afrique. Oui. C'est dit Bojiko, vous le savez. Tout à l'heure, je vous parlais des subventions déguisées que les gouvernements africains en général, du précaré français et du Cameroun en particulier, donnent à Jeune Afrique pour des reportages bidons. Que vous pouvez faire ici mieux que Jeune Afrique. Vous,
Mieux que les journalistes camerounais peuvent faire, mieux que Jeune Afrique. Et ça encore, ce sont les contradictions de notre gouvernement. Comment est-ce qu'on va faire? On est obligé de faire avec. Alors, ils donnent des subventions déguisées pour des reportages bidons qui coûtent 300 millions, 400 millions, 500 millions, 600 millions, même le milliard, même plus que le milliard, on donne cet argent. Tous les États de précaré donnent ce type de public reportage à Jeune Afrique. Mais on se pose la question. Comment pouvez-vous donner les leçons en même temps au gouvernement des États qui vous donnent de l'argent et en même temps prendre leur argent? Le même journal qui donne les leçons au ministre camerounais est le champion, soi-disant, de la démocratie dans les tropiques. Le même journal dénonce les dictatures. C'est dit Bojiko. Vous lisez Jeune Afrique comme nous. On lit. Même si on n'aime pas, on lit de temps en temps. Ils ont un ton de civilisateur démocratique. Ils nous civilisent en démocratie. Mais c'est bizarre. Les pays sont gouvernés par les dictateurs, mais l'argent est démocratique. Les 200 millions, 400 millions, 500 millions, 600 millions, les milliards qu'on donne à la Jeune Afrique pour des publics reportages qui ne servent à rien, sont démocratiques. Ne sont plus d'argent qui sont des pots des dictateurs. Donc vous comprenez les vrais enjeux de l'affaire. Est-ce que le Cameroun donne toujours? Bon, je crois que ce n'est plus très régulier. Il fut un temps, c'était très régulier. Mais vous êtes un génie. Ils sont plus très contents parce que vous avez tout compris. C'est le même qui a Chiroma qui a bloqué les subventions. Vous avez tout compris. Parce que vous ne pouvez pas être un journal qui pendant, vous-même vous dites dans votre article, on a fait beaucoup d'articles pour dire, pour apprécier. Empathique. Voilà, pour apprécier l'action de ce gouvernement. C'est ce que j'ai retenu, empathique. Alors, le gouvernement, il est en même temps bon. Et quand son ministre de la Communication vous rappelle à l'ordre, il devient mauvais. Et vous convoquez le président pour arbitrer. Vous dites au président de la République, mais écoute, ce collaborateur-là, il est votre adversaire. Mais vous êtes qui pour interpeller le président camerounais, M. François Soudan? Il n'est pas président d'un parti, il n'est pas camerounais, il n'est pas dans le gouvernement, il n'a aucun poste public ou officier dans ce pays. À quel titre te permet-il de rappeler au président que le président a nommé un collaborateur qui est devenu son adversaire? Est-ce qu'on peut penser donc que Soudan veut la tête de Chiroma? Ben, à partir de l'article, c'est clair. Quand vous lisez l'article, c'est clair. Puisqu'il dit que Jeune Afrique a répondu parce que Chiroma a dit qu'il parle au nom du président. Donc, si Chiroma avait fait sa sortie sans dire qu'il parle au nom du gouvernement, peut-être Jeune Afrique, qui est très grand, qui est très haut, n'aurait pas répondu. Et tout à l'heure, vous avez dit que ça pose un problème politique. Mais pourquoi est-ce que M. François Soudan dit que M. Chiroma, porte-parole du gouvernement camerounais, n'a pas le droit de parler au nom du chef de l'État? C'est qu'est Cyril Bojiko. Je pense que M. François Soudan connaît au moins qu'il sait lire un organigramme gouvernemental. Il sait que François Soudan est porte-parole. Puisqu'il dit que les colonnes de Jeune Afrique lui sont ouvertes. Mais à quel titre? Quand il viendra là-bas, il parlera à quel titre? Au titre de porte-parole du gouvernement. Il ne viendra pas là-bas à titre individuel. Il vient à titre gouvernemental. Pourquoi donc, sachant tout cela, M. François Soudan fait une sortie éditoriale, hein? Il fait une sortie pour dire que, mais pourquoi oses-tu parler au nom du chef de l'État? Alors, le thème vous n'est pas, est-ce que c'est pas péjoratif? C'est dit qu'il fait trop de bruit pour rien? Mais c'est ça que ça veut dire. Mais c'est quand même une insulte, c'est une autorité. M. Chiroma, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, tant qu'il est en fonction et qu'on est républicain, on ne dit pas ça d'un ministre qu'il est vous-zélateur. Mais comment tu peux respecter Dieu et mépriser les anges et les archanges? Vous avez vu ça où? Tu dis que tu adores Dieu, les archanges et les anges qu'il a nommés, tu les méprises? Vous ne pouvez pas apprécier le président Biya, dire qu'il a beaucoup de hauteur, et mépriser celui que M. Biya fait depuis 8 ans. Ministre de la Communication et porte-parole. Mais M. François Soudan nous dit que Jeune Afrique ne fait que de la politique. Et Jeune Afrique le fait sachant quel est leur enracinement dans les forces qui dominent la France-Afrique, à savoir les réseaux France-africains, mais surtout les réseaux de Paris qui dominent la France-Afrique. François Soudan sait donc que M. Chiroma a peut-être oublié que c'est parce qu'il est ministre. Lui, François Soudan, directeur de l'Action Jeune Afrique, entre dans le palais présidentiel en dîne. Il a voulu rappeler à M. Chiroma que tu as de beaux gandoura, j'accepte, mais moi j'entre dans ton palais en dîne. As-tu oublié que je suis puissant et que tu dois savoir que tu es un petit, même comme tu es ministre? Qui t'a fait croire que nous les Blancs là, que notre supériorité a cessé d'exister parce que nous prenons les mêmes avions, parce que le monde a changé? Qui t'a appris ça? Mais tu as oublié les codes informels. Monsieur François Soudan est en train de rappeler donc à Monsieur le ministre les codes informels du réseau. Mais c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Aujourd'hui, il faut que ça doit être clair. Moi, je me demande toujours. Est-ce qu'il est possible de venir à bout des réseaux? C'est la dernière question, Bandakani. Bien sûr. Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays où François Soudan n'entre pas. Il ne peut même pas entrer. N'entre plus. N'entre plus, il ne peut même pas entrer. On ne le reçoit pas. Même pas un ministre le reçoit. Parce que ces pays ne sont pas mieux que le Cameroun. Et de façon caricaturale, quelqu'un disait que lorsqu'il fait des articles incendiaires sur un pays, ça veut dire... Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça. Mais allez demander à son ancien. Vous voulez savoir qui est Jeune Afrique? Mais on a un Camerounais qui a longtemps travaillé, M. Béchi Ben Yamed. Pascal Tala. Quand il a créé son journal, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore en procès. M. François Pascal Tala nous a sorti le numéro de son journal où il décrivait qui est Béchi Ben Yamed, qui est François Soudan, qui est Jeune Afrique. Ce numéro existe. Ce numéro existe, Cyril Bojiko. Donc, il est temps quand même, tout à l'heure on parlait du projet communicationnel que notre pays doit avoir. Il faut que cette affaire donne à qui interpelle M. le ministre Turoma lui-même et son président. Est-il normal de débourser des centaines de millions de francs, des milliards, pour financer un journal pendant des années qui aujourd'hui vous traite, vous chiffonne de cette façon, alors qu'il ne vaut même pas vos journalistes? Là est toute la question. Merci beaucoup, Bandakani. Merci infiniment d'avoir accepté de faire cette partie de la matinée avec nous, consacrée justement à la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, nous sommes le 3 mai. 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 Mesdames et messieurs, nous sommes le 3 mai.